5 heures du matin. Amélie ne parvenait plus à fermer l'œil dans cette chambre d'enfance qu'elle n'avait jamais réussi à quitter, malgré ses 28 ans et son travail à l'usine textile où elle gagnait péniblement ses 1 400 € mensuels. Une somme qui lui permettait tout juste de survivre sans jamais vraiment vivre, coincée entre les murs roses de son adolescence et les rêves qu'elle cousait point par point dans le silence de ses nuits blanches. Sa robe de mariée reposait sur la vieille chaise en bois, suspendue comme un fantôme de tulle blanc qui captait les premiers rayons du soleil matinal. Chaque perle brodée à la main témoignait de 8 mois de labeur acharné, de repas sautés pour acheter les fournitures, de soirées sacrifiées pour que cette création devienne enfin réalité. Son unique chef-d'œuvre dans une existence où elle avait toujours été reléguée au second plan. Karim dormait encore chez sa mère, dans le petit pavillon de banlieue, où il louait une chambre pour 150 € par mois, respectant les traditions familiales qui voulèrent qu'un couple ne cohabite qu'après le passage devant l'état civil. Une sage précaution qui leur permettait aussi d'économiser chaque centime en vue de leur future installation commune. Lui, avec ses journées de menuiserie par intérim qui rapportaient entre 800 et 1200 € selon les chantiers, elle avec ses heures supplémentaires à l'atelier et ses quelques robes cousues en noir pour des voisines. Ensemble, ils avaient réussi à mettre de côté 2800 € en 2 années de sacrifices constants. Amélie comprend, elle a toujours été raisonnable. La phrase revenait sans cesse dans sa tête comme un refrain toxique gravé au fer rouge dans sa mémoire d'enfant obéissante. Cette formule magique que son père Henri répétait à chaque conflit familial, à chaque moment où il fallait faire un choix entre ses 2 filles. 6 mots apparemment bienveillants qui avaient servi de justification à 28 années de sacrifices unilatéraux. « Pourquoi c'est toujours moi qui dois comprendre ?» murmura-t-elle à sa robe, en caressant délicatement le tissu. Elle entendait déjà les pas traînants de Céline dans l'escalier. Cette démarche particulière de sa sœur cadette, quand elle rentrait de ses soirées nocturnes, probablement encore éméchée et prête à semer le chaos dans cette journée qui aurait dû appartenir entièrement à Amélie. 25 ans d'existence ponctués de petits boulots qu'elle abandonnait dès qu'ils devenaient contraignants, de relations amoureuses tumultueuses qui se terminaient invariablement par des drames shakespeariens. La porte de sa chambre s'ouvrit sans qu'on ait pris la peine de frapper. Habitude familiale qui résumait à elle seule le manque total de respect pour son intimité. Céline apparut dans l'encadrement avec ses cheveux défaits par la nuit, son maquillage qui avait coulé et ce sourire en coin qu'Amélie connaissait par cœur. Celui qui précédait toujours les tempêtes. Elle s'avança vers la robe avec des gestes calculés, faussement admiratifs, ses doigts effleurant le tissu comme si elle en évaluait la qualité, le poids, la valeur marchande peut-être. « Dis donc », murmura Céline en caressant délicatement une manche brodée, « elle est vraiment magnifique ta robe. »« Merci », répondit Amélie d'une voix tendue, ses mains se crispant instinctivement sous la couette. Ces mots prononcés avec une douceur feinte firent courir un frisson glacial le long de son échine. Elle connaissait suffisamment sa sœur pour déceler derrière chaque compliment l'amorce d'une manipulation, derrière chaque sourire l'esquisse d'une stratégie. Cette journée qui avait commencé dans l'espoir et la fébrilité du grand jour allait rapidement se transformer en nouveau champ de bataille familial. Mais pour la première fois de sa vie, en regardant cette robe qui incarnait des mois de passion créatrice, Amélie sentait monter en elle une détermination nouvelle. Une force qu'elle ne se connaissait pas. Dans le regard de Céline qui se faisait de plus en plus insistant, dans ce silence qui s'éternisait entre les 2 sœurs, planait déjà l'ombre d'une question terrifiante. Jusqu'où sa famille était-elle prête à aller pour que Céline obtienne une fois encore ce qu'elle désirait ? L'admiration de Céline se prolongeait d'une manière qui mettait tous les sens d'Amélie en alerte. Sa sœur tournait autour de la robe, comme un prédateur évalue sa proie, ses compliments sonnant de plus en plus faux à chaque seconde qui s'écoulait dans cette chambre où l'air semblait soudain plus lourd. « Tu sais, » dit Céline en s'asseyant sur le bord du lit sans y avoir été invitée, dommage que personne d'important ne la verra à part Karim et ses copains ouvriers. Le coup était porté avec cette précision chirurgicale dont elle avait le secret. Cette capacité à planter ses mots empoisonnés là où ils feraient le plus de dégâts. « Enfin, ce n'est pas grave, vous serez très heureux dans votre petit monde. » Amélie serra les dents, mais ne répondit pas. Elle connaissait la stratégie de sa sœur. D'abord dévaloriser subtilement, puis attaquer frontalement. Le silence s'étira entre elles, lourd de sous-entendus et de tensions accumulées depuis l'enfance. « Oh, au fait »
reprit Céline avec un sourire qui ne trompait personne. J'ai un petit problème. Elle jouait maintenant avec une mèche de ses cheveux, affichant cette fausse vulnérabilité qu'elle maîtrisait à la perfection. Julien organise une soirée privée ce soir chez ses parents, tu sais, les notaires de la rue Foch. Son ton se faisait de plus en plus mielleux, de plus en plus dangereux. Il y aura du beau monde, des gens influents. Et alors ? Demanda Amélie, bien qu'elle devinât parfaitement où cette conversation menait. Alors j'ai besoin de quelque chose d'exceptionnel pour l'impressionner. Céline se leva et s'approcha encore de la robe, ses yeux brillants d'une convoitise mal dissimulée. Quelque chose qui me fasse remarquer, tu comprends, pour qu'il regrette de m'avoir larguée comme une vulgaire. Le cœur d'Amélie s'accéléra. Elle voyait venir l'attaque, aussi prévisible qu'un orage d'été, mais non moins destructrice. Tu pourrais me la prêter juste pour une soirée ? Ma robe sera prête la semaine prochaine. Tu me la rendrais impeccable. Promis. La demande était formulée avec cette désinvolture calculée qui caractérisait Céline depuis toujours, comme si emprunter la robe de mariée de sa sœur le jour même de ses noces était la chose la plus naturelle du monde. Non. Le mot sortit de la bouche d'Amélie avec une fermeté qui la surprit elle-même. C'est non, Céline. Le visage de sa sœur se durcit instantanément. Le masque de douceur tomba, révélant l'expression froide et calculatrice qu'Amélie connaissait si bien. « Tu sais que maman stresse beaucoup pour les finances en ce moment », lança-t-elle d'un ton déjà menaçant. « Papa aussi, depuis qu'il est au chômage. » Le chantage émotionnel familier commençait, cette vieille mélodie que Céline orchestrait avec un talent diabolique. Il comptait sur nous pour nous entraider, pour être une vraie famille. Ma robe n'a rien à voir avec les finances familiales. Tout a à voir avec la famille, explosa Céline, abandonnant définitivement son masque de gentillesse. Tu as toujours été égoïste, Amélie, toujours à penser à toi d'abord. Les pas lourds d'Henri résonnèrent dans l'escalier. Amélie reconnut immédiatement cette démarche particulière, celle de son père quand il était contrarié et déterminé à remettre de l'ordre dans ce qu'il considérait comme ses affaires. Il apparut dans l'encadrement de la porte, déjà habillé malgré l'heure matinale, arborant ce sourire forcé qu'elle avait appris à redouter. « Les filles, dit-il d'une voix faussement joviale, il semble qu'on doive discuter. » Dans ce simple regard que s'échangèrent Henri et Céline, Amélie comprit que cette demande n'était pas improvisée. C'était un plan, minutieusement préparé, et elle venait de tomber dedans. Mais pour la première fois de sa vie, face à cette coalition familiale qui se dressait contre elle le jour de son mariage, Amélie sentit quelque chose de nouveau naître en elle, une colère froide et déterminée qui lui donnait envie de se battre au lieu de céder. La vraie bataille ne faisait que commencer, mais cette fois, elle avait quelque chose à défendre qui valait tous les combats du monde. La discussion qui suivit ne ressemblait en rien à une négociation familiale. Henri s'installa dans le fauteuil près de la fenêtre, avec cette autorité paternelle qu'il n'utilisait que dans les grandes occasions. Marie apparut quelques minutes plus tard, encore en chemise de nuit, les cheveux défaits et l'air de quelqu'un qu'on avait réveillé en urgence pour une mission délicate. « Bon », commença Henri en croisant les bras. Céline nous a expliqué la situation. Il parlait d'une voix posée, mais Amélie percevait parfaitement la tension sous-jacente, cette colère contenue qui transparaissait dans ses gestes saccadés. Cette soirée chez les Dubois est importante pour elle. Une chance de renouer avec Julien, peut-être même de décrocher un travail dans leur cabinet. Et en quoi ça me concerne ? Demanda Amélie en serrant sa couette contre elle, se sentant soudain très vulnérable dans cette chambre envahie par toute sa famille. « Ça te concerne ? Parce que nous sommes une famille », répliqua Marie d'une voix fatiguée. Les difficultés de l'une concernent toutes les autres. Sa mère avait cette expression résignée qu'elle affichait toujours quand elle devait servir d'intermédiaire dans les conflits, cette lassitude de femme qui avait passé sa vie à éviter les confrontations directes. « Tu as toujours eu tout ce que tu voulais », intervint Henri avec une amertume mal dissimulée. « Un travail stable, un fiancé qui t'aime. » Il marqua une pause, laissant ses mots faire leur effet. « Ta sœur, elle, doit se battre pour chaque opportunité. » Amélie sentit la colère monter en elle, comme une vague brûlante. 28 ans d'injustice venaient de se résumer en 3 phrases assassines qui faisaient d'elle la privilégiée de la famille. « J'ai tout eu ?» répéta-t-elle d'une voix incrédule. « J'ai travaillé pour chaque euro que je gagne. J'ai économisé pendant 2 ans pour cette robe.
J'ai sacrifié mes soirées et mes week-ends. Justement, dit Céline avec un sourire venimeux. Tu sacrifies déjà tout pour ton travail et ton Karim, alors une soirée de plus ou de moins. Elle haussa les épaules avec cette désinvolture cruelle qui la caractérisait. Moi, j'ai besoin de cette chance. Pour mon avenir. Ta robe sera toujours belle demain, ajouta Marie d'un ton qu'elle voulait apaisant. Céline te la rapportera comme neuve. Ce n'est pas une question de propreté, explosa Amélie en se levant d'un bond. Cette robe, c'est mon travail, ma passion, mes rêves. Vous ne comprenez donc pas ? Nous comprenons que tu es égoïste, trancha Henri avec cette froideur qu'elle redoutait depuis l'enfance. Nous comprenons que tu refuses d'aider ta sœur par pur caprice. Il se leva à son tour, imposant sa stature dans cette chambre qui semblait rétrécir à chaque seconde. Combien de fois Céline t'a aidé quand tu étais petite ? Combien de fois elle a partagé ses affaires avec toi ? Les larmes montèrent aux yeux d'Amélie, mais pas de tristesse. De rage pure et d'indignation face à cette réécriture de l'histoire familiale qui faisait d'elle l'ingrate et de Céline la généreuse. « Elle ne m'a jamais rien partagé », cria-t-elle. « Jamais. C'est moi qui ai toujours tout donné, tout cédé. Voilà bien ton problème, » murmura Céline avec un sourire mauvais. « Tu comptes, tu mesures, tu gardes des rancunes d'enfant. Moi je vois plus grand, je pense à mon avenir. » Elle s'approcha encore de la robe, la caressant comme pour la réclamer. « Cette soirée peut changer ma vie. Ta robe ne changera rien à la tienne. » Le silence tomba sur la chambre. 4 personnes se regardaient dans cette lumière matinale qui aurait dû être celle du bonheur et qui était devenue celle du combat. Amélie comprenait qu'elle était seule face à une coalition parfaitement orchestrée, un tribunal familial où le verdict était déjà rendu. « Non », dit-elle d'une voix ferme, en se plantant devant sa robe comme pour la protéger physiquement. « C'est non. Cette robe est à moi. Elle reste à moi. » Henri échangea un regard avec Céline. Dans ce coup d'œil complice, Amélie lut quelque chose qui la glaça jusqu'aux os. Ils avaient prévu son refus, et ils avaient un plan B. « Très bien, » dit Henri en se dirigeant vers la porte. « Tu auras fait ton choix, ma fille. Mais souviens-toi que dans cette famille, les choix ont toujours des conséquences. » Quand ils sortirent tous les 3 de la chambre, laissant Amélie seule avec sa robe et sa détermination, elle ne savait pas encore que la vraie bataille ne faisait que commencer, et que ce qu'elle venait de vivre n'était que la mise en condition avant l'assaut final. Dans le couloir, elle entendait déjà les chuchotements de son père et de sa sœur qui s'éloignaient vers la cuisine. Et dans ces murmures comploteurs résonnait une promesse terrible. Ils n'abandonneraient pas si facilement. 11h30. Amélie terminait de se maquiller quand la porte de sa chambre s'ouvrit brutalement, sans avertissement, sans un bruit de pas dans l'escalier cette fois-ci. Henri se tenait dans l'encadrement, et quelque chose dans son regard avait changé depuis leur confrontation matinale. Une lueur froide, déterminée, qui ne laissait présager rien de bon. Il sentait l'alcool. À 11h30 du matin, le jour du mariage de sa fille, Henri avait déjà bu. Amélie reconnut cette odeur âcre de vin rouge bon marché, celle qui accompagnait toujours les pires colères de son père, ces moments de violence froide qui marquaient l'enfance de traces indélébiles. « Papa, qu'est-ce que tu fais ?» demanda-t-elle en se retournant vers lui, une main encore posée sur son tube de mascara. Il ne répondit pas. Ses yeux fixaient la robe avec une intensité qui fit courir un frisson glacial dans le dos d'Amélie. Elle reconnaissait cette expression, ce regard qu'il avait quand il cassait ses jouets d'enfant en guise de punition, quand il déchirait ses dessins parce qu'elle avait été désobéissante, quand il détruisait méthodiquement tout ce qui lui tenait à cœur, pour bien lui faire comprendre les conséquences de sa résistance. « Non », murmura-t-elle, en comprenant soudain. « Non, papa, ne fais pas ça. » Mais il avait déjà tendu les mains vers la robe. Ses doigts épais, tachés de nicotine et tremblants de colère, se refermèrent sur le tulle délicat comme les serres d'un rapace sur sa proie. « Papa, non !» cria Amélie en se jetant vers lui. Trop tard. Le premier déchirement résonna dans la chambre comme un cri. Cri aïek. Le tulle se fendit sur toute la longueur du corsage, révélant des heures de broderie minutieuse maintenant mises à nu, vulnérables. « Tu n'as pas voulu la céder !» gronda Henri d'une voix sourde. « Alors tu ne la porteras pas !»
Criic. Une manche se détacha, emportant avec elle 3 mois de perles cousues une à une pendant les longues soirées d'hiver. Les petites billes nacrées roulèrent sur le parquet comme des larmes cristallines, rebondissant dans tous les sens avec des sons minuscules et dérisoires. « Arrête !» hurla Amélie en tentant de lui arracher les lambeaux de tissu des mains. Criic. Le bas de la robe céda à son tour, révélant la doublure soigneusement ajustée qui avait demandé des semaines de retouches minutieuses. Henri, méthodique dans sa destruction, précis dans sa cruauté, déchirait avec la même application qu'Amélie avait mise à créer. Dans l'encadrement de la porte, Céline était apparue. Elle ne disait rien, ne faisait rien pour arrêter ce carnage. Elle regardait, et dans ses yeux brillait une satisfaction froide, presque jouissive. Elle sortit même son téléphone pour filmer la scène, un sourire cruel étirant ses lèvres. « Je serai toujours la première de cette famille », murmura-t-elle juste assez fort pour qu'Amélie l'entende. 8 mois de travail, 8 mois de passion, de rêves brodés, de soirées sacrifiées, de repas sautés pour acheter le tissu le plus beau. 8 mois réduits en lambeaux en moins de 3 minutes, par les mains de l'homme qui était censé la protéger, la chérir, marcher fièrement à ses côtés vers l'autel. Amélie s'effondra à genoux au milieu des débris blancs, ses mains tremblantes tentant de rassembler les morceaux, comme si elle pouvait encore sauver quelque chose de cette catastrophe. Mais il n'y avait plus rien à sauver, plus rien à réparer. Sa robe, son chef-d'œuvre, son identité même gisait en pièces détachées sur le parquet de son enfance. Elle ne pleurait même plus. Les larmes avaient séché avant même de naître, remplacées par un vide sidéral qui l'envahissait de l'intérieur. Quelque chose venait de mourir en elle, quelque chose d'essentiel qui ne reviendrait jamais. Pas seulement la robe, pas seulement le mariage, mais cette dernière parcelle de confiance qu'elle gardait encore envers sa famille, cette naïveté qui lui faisait croire qu'au fond, malgré tout, il l'aimait. Henri regardait son œuvre, essoufflé par l'effort et par la colère. Ses mains tremblaient, maintenant, comme s'il réalisait seulement l'ampleur de ce qu'il venait de faire. Mais il ne présentait pas d'excuses. Il ne montrait aucun regret. Juste cette satisfaction amère de celui qui vient de remettre les choses à leur place. « Maintenant tu comprends », dit-il d'une voix rauque avant de sortir de la chambre. Céline le suivit, mais pas avant d'avoir lancé un dernier regard à sa sœur, agenouillée dans les débris de ses rêves. Un regard de triomphe absolu, de victoire définitive. Amélie resta seule avec les morceaux éparpillés de ce qui avait été sa fierté. Dans le silence qui suivit, elle comprit enfin une vérité terrible. Il ne changerait jamais. Jamais il ne la respecterait. Jamais il ne la considérerait comme autre chose qu'un objet dans leur jeu pervers de pouvoir et de domination. Mais dans cette compréhension douloureuse naissait aussi autre chose. Une clarté nouvelle, froide et implacable. Pour la première fois de sa vie, Amélie voyait sa famille pour ce qu'elle était vraiment. Et cette vision allait tout changer. Karim arriva 21 minutes plus tard, alerté par le message paniqué qu'Amélie lui avait envoyé d'une main tremblante. Il la trouva assise en tailleur au milieu des débris de tissu blanc, ramassant mécaniquement les perles éparpillées une à une, comme si ce geste répétitif pouvait l'aider à retrouver sa raison dans ce chaos qui venait de balayer 28 années d'illusion familiale. La colère qui transforma le visage habituellement doux de Karim en masque de pierre lui fit comprendre qu'elle n'était plus seule dans ce combat. Pour la première fois de sa vie, quelqu'un était réellement indigné pour elle. Quelqu'un partageait sa révolte sans la minimiser, sans chercher à excuser l'inexcusable au nom de la paix familiale. « On se marie aujourd'hui », dit-il simplement en l'aidant à se relever. « Pas ici, pas avec eux, mais on se marie. » 1 heure plus tard, ils roulèrent vers Rouen dans la vieille Clio, une petite valise sur la banquette arrière avec les quelques affaires qu'Amélie avait pu emporter discrètement pendant que sa famille attendait à l'église des excuses qui ne viendraient jamais. Elle portait un tailleur simple acheté 39 € chez Tati en urgence. Mais quelque chose dans son port de tête avait radicalement changé, quelque chose de déterminé qui la rendait plus belle que dans la plus somptueuse des robes. Le paysage normand défilait par la fenêtre, les champs dorés s'étendant à perte de vue, comme une promesse de liberté. Et Amélie réalisait qu'elle découvrait enfin ce que signifiait respirer sans avoir peur de déranger, parler sans craindre de contrarier, exister sans s'excuser en permanence d'occuper l'espace qui lui revenait de droit.
28 ans d'étouffement venèrent de prendre fin dans les débris d'une robe détruite. 28 ans de conditionnement balayés par la violence même de l'acte paternel qui avait révélé au grand jour la toxicité de cette famille qu'elle idéalisait encore. À la mairie de Rouen, ils demandèrent à 2 employés de leur servir de témoins. Marguerite, 60 ans, secrétaire depuis toujours, et Didier, agent d'entretien qui finissait son service, acceptèrent avec joie de participer à cette union improvisée, touchés par l'évidente sincérité de ces jeunes gens qui se mariaient sans faste, mais avec une émotion palpable qui rendait la cérémonie plus authentique que bien des mariages fastueux. Quand le maire prononça les formules rituelles, Amélie sentit quelque chose se libérer définitivement en elle. Ce « oui » qu'elle prononça avec une force qu'elle ne se connaissait pas, résonna dans la petite salle comme une déclaration d'indépendance. Comme l'acte de naissance de la femme qu'elle allait enfin pouvoir devenir loin des manipulations et des chantages affectifs qui avaient empoisonné son existence. Pendant qu'ils échangeaient de leurs vœux simples mais sincères, à 15 kilomètres de là, dans l'église Saint-Martin, Henri, Marie et Céline attendaient. Les invités commençaient à chuchoter, à consulter leurs montres, à échanger des regards interrogateurs pendant que Marie tentait d'appeler sa fille, tombait sur la messagerie, recommençait avec une angoisse grandissante qui se muait progressivement en incompréhension, puis en colère. Céline, magnifique dans une robe de cocktail qu'elle avait finalement trouvée dans sa propre garde-robe, oscillait entre humiliation publique et rage froide, comprenant que sa sœur venait de lui infliger la plus cinglante des défaites, en choisissant l'absence plutôt que la soumission. Henri, lui, commençait à mesurer l'ampleur de sa miscalculation. Dans le silence de sa fille face à leurs appels répétés, dans cette absence qui se prolongeait bien au-delà du retard acceptable, il lisait la réponse d'Amélie à sa démonstration de force matinale, une réponse qu'il n'avait jamais imaginée possible de la part de sa fille si docile, si prévisible, si facilement manipulable. À 18h, quand les derniers invités eurent quitté l'église déserte dans un mélange de gêne et de curiosité malsaine, Marie découvrit le message qu'Amélie avait laissé sur la table de la cuisine. Quelques mots seulement, écrits d'une main ferme sur une feuille de papier blanc. « J'ai compris. Ne me cherchez plus. » Ces 6 mots résonnèrent dans la maison vide comme un adieu définitif, une rupture que personne n'avait vue venir et que personne ne savait comment réparer. Le premier acte de rébellion d'une fille qui venait de comprendre que l'amour familial ne devait jamais avoir pour prix l'annihilation de soi-même. Amélie était enfin libre, mais cette liberté nouvellement conquise allait-elle résister aux tempêtes que sa famille ne manquerait pas de déchaîner pour la récupérer? 6 mois plus tard, Amélie et Karim avaient transformé leur vie en une succession de petites victoires quotidiennes qui reconstruisaient pierre par pierre la confiance qu'elle avait perdue dans les débris de sa robe de mariée. Le local qu'ils avaient trouvé grâce à un ami de Karim, un ancien atelier de couture fermé depuis des mois par manque de clientèle, était devenu leur refuge et leur projet commun. Moitié logement de fortune, moitié atelier de création, où Amélie découvrait enfin ce que signifiait travailler pour soi, plutôt que pour enrichir un patron qui la considérait comme un simple rouage remplaçable. Avec leurs économies de 2 800 € et un prêt de 5 000 € accordé par une banque coopérative sensible aux projets artisanaux, elle avait lancé Couture Libre, une micro-entreprise de retouche et de création sur mesure qui lui permettait d'exploiter ce don qu'elle découvrait pour comprendre les corps, sublimer chaque silhouette, traduire en tissu les rêves de femmes qui, comme elle, avaient souvent sacrifié leurs désirs personnels aux exigences familiales ou professionnelles. Karim travaillait maintenant dans une menuiserie coopérative tenue par un collectif d'artisans qui privilégia la qualité du travail et le respect mutuel, plutôt que la course effrénée au profit maximum. Ses revenus étaient irréguliers, mais plus élevés qu'avant. Et surtout, il rentrait le soir sans cette fatigue écrasante qui caractérisait ses anciennes journées d'intérimaire, exploité par des chefs de chantier irrespectueux, qui le traitaient comme un sous-homme à cause de ses origines. Il vivait modestement, mais il vivait enfin, libéré de cette surveillance constante, de ces jugements perpétuels, de ces manipulations sournoises qui avaient empoisonné l'existence d'Amélie depuis l'enfance. Elle redécouvrait le plaisir simple de prendre ses propres décisions, de gérer son temps selon ses priorités, de créer sans avoir à justifier chaque choix artistique devant un tribunal familial qui ne comprenait rien à sa passion et s'en moquait éperdument. Sa première robe de mariée créée entièrement sur mesure pour une jeune femme de la région avait fait sensation sur les réseaux sociaux.
non pas à cause de sa complexité technique, mais grâce à cette capacité qu'Amélie développait pour écouter vraiment ses clientes, comprendre leur histoire personnelle, leurs complexes, leurs rêves, et traduire tout cela en création textile qui révélait leur beauté authentique plutôt que de la masquer sous des artifices convenus. Mais le passé ne lâchait jamais prise aussi facilement qu'on le souhaiterait. Ce mardi matin de novembre, alors qu'Amélie travaillait sur une robe de soirée particulièrement délicate, 3 coups secs résonnèrent à la porte de l'atelier. Elle reconnut immédiatement cette façon de frapper, autoritaire et impatiente, qui n'appartenait qu'à une seule personne au monde. Marie se tenait sur le seuil, vieillie de 10 ans en 6 mois, les cheveux gris mal entretenus, les traits tirés par une fatigue qui semblait avoir rongé jusqu'à sa structure osseuse. Derrière elle, la rue était vide, mais Amélie savait qu'elle n'était pas venue seule. Cette visite avait été préparée, organisée, probablement orchestrée par Henri, qui n'osait pas se présenter lui-même après ce qu'il avait fait. « Bonjour ma chérie », dit Marie d'une voix cassée qui tentait de retrouver cette douceur maternelle d'autrefois. « Tu me manques beaucoup. » Amélie posa délicatement son ouvrage et regarda sa mère sans animosité, mais sans chaleur particulière non plus. 6 mois de liberté lui avaient appris à reconnaître les manœuvres d'approche, les tentatives de culpabilisation déguisées en tendresse, les stratégies de manipulation habillées en préoccupation parentale. « Qu'est-ce que tu veux, maman ?»« Te voir, comprendre. » Marie entra sans y avoir été invitée, examinant l'atelier avec un mélange de curiosité et de reproches mal dissimulés. « Tu vis ici, dans ces conditions ?» Le mépris sous-jacent dans cette question révélait l'incompréhension fondamentale qui séparait désormais Amélie de sa famille. Pour Marie, vivre modestement mais librement était forcément un échec, une régression par rapport à la sécurité étouffante de la maison familiale, où chaque repas était assuré au prix de l'indépendance personnelle. « Je vis ici », confirma Amélie calmement, « et je suis heureuse. »« Mais enfin, ma chérie, regarde-toi. Tu as maigri, tu as des cernes. » Marie s'approchait maintenant, tendant une main vers le visage de sa fille, dans un geste d'affection calculé. « Reviens à la maison. Papa regrette, tu sais. Céline aussi. Elle me charge de te dire qu'elle est désolée. » Amélie recula d'un pas, évitant le contact maternel qui autrefois l'aurait attendrie jusqu'aux larmes. Maintenant, elle entendait distinctement les mensonges dans cette voix qu'elle avait tant aimée. Elle percevait la manipulation derrière ces mots apparemment bienveillants. Henri regrette quoi exactement ? D'avoir détruit ma robe ou de ne pas avoir réussi à me briser complètement ? La question claqua dans l'atelier comme une gifle, révélant que la petite Amélie docile et facilement manipulable avait définitivement disparu dans les décombres de tulle blanc. Marie encaissa le coup sans broncher, habituée après des décennies de mariage à absorber les vérités dérangeantes et à les transformer en malentendus réparables. Ses yeux firent rapidement le tour de l'atelier, cataloguant chaque détail susceptible d'être utilisé comme argument dans la négociation qu'elle était venue mener au nom de sa famille en déroute. « Tu as l'air de bien t'en sortir ici », dit-elle d'un ton qui se voulait admiratif mais qui sonnait faux. « Papa et moi, on est fiers de ta réussite. » Elle marqua une pause calculée avant de porter l'estocade. « Mais lui, il va très mal, Amélie. Très mal. Il boit, il ne mange plus, il ne sort plus de sa chambre. » Amélie continua de coudre sans lever les yeux, ses gestes précis et réguliers témoignant d'une concentration qui n'était troublée par aucune culpabilité particulière. 6 mois de liberté lui avaient appris à reconnaître ces tentatives de chantage émotionnel qui avaient dirigé toute son enfance et son adolescence. Il dit qu'il a perdu sa fille préférée. Marie insistait maintenant, sa voix prenant cette intonation plaintive qu'elle maîtrisait parfaitement. « Il pleure, Amélie. Ton père pleure en regardant ta photo. »« Sa fille préférée ?» répéta Amélie en levant enfin la tête. « Celle qu'il appelait toujours pour céder à Céline ? Celle dont il a détruit la robe de mariée ? Cette fille préférée-là » Marie tressaillit face à cette ironie mordante qu'elle ne connaissait pas chez sa fille aînée. L'Amélie d'avant n'aurait jamais osé ce ton, cette distance, cette lucidité impitoyable qui démontait leurs mécanismes familiaux avec une précision chirurgicale. « Et Céline ?» demanda Amélie en reprenant son ouvrage. « Comment va-t-elle ? Elle a réussi à récupérer Julien avec sa robe de cocktail ? Céline... » Marie hésita, comprenant qu'elle venait d'entrer en territoire miné. Elle a des difficultés, des dettes.
Elle a perdu son travail et elle a besoin d'argent. Amélie avait terminé la phrase avec cette clairvoyance nouvelle qui caractérisait désormais tous ses rapports familiaux. C'est pour ça que tu es venue. Pas pour les regrets de papa ou les excuses de Céline. Pour l'argent que je gagne maintenant. Le silence qui suivit cette révélation fut plus éloquent que tous les discours. Marie regardait ses chaussures, incapable de soutenir le regard de sa fille, qui venait de mettre à nu la véritable raison de cette visite soi-disant affectueuse. « On traverse une passe difficile », finit-elle par admettre. « Les fins de mois sont compliquées depuis que ton père est au chômage. » Sa voix se faisait de plus en plus suppliante. « Toi qui gagnes bien ta vie maintenant, tu pourrais... »« Je pourrais quoi ?» interrompit Amélie. « Payer les dettes de la famille qui m'a rejetée ? Financer la vie de Céline qui a détruit mon mariage ? Donner mon argent à Henri qui a piétiné mes rêves ? » Marie se mit à pleurer, ces larmes de femme épuisée qui avait toujours eu raison des résistances d'Amélie, qui l'avait toujours culpabilisée jusqu'à la soumission. Mais aujourd'hui, face à ces sanglots calculés, Amélie ne ressentait qu'une immense pitié pour cette mère qui n'avait jamais su la protéger et qui venait aujourd'hui lui demander de sauver ses bourreaux. « Tu étais ma petite fille si gentille, si compréhensive, » gémit Marie. « Qu'est-ce qui t'est arrivé ? Qu'est-ce qu'ils ont fait de toi ? Ils m'ont appris à vivre, maman, à me respecter, à dire non. » Amélie se leva et se dirigea vers la caisse, en sortit 2 billets de 100 € qu'elle tendit à sa mère. Pour un psychologue, si papa veut vraiment aller mieux. Marie regarda l'argent sans le prendre, comprenant que c'était tout ce qu'elle obtiendrait de cette fille qu'elle ne reconnaissait plus. Et si on ne s'en sort pas, si on perd la maison, la menace était maintenant explicite. L'ultime tentative de faire céder Amélie par la culpabilité. « Vous vous débrouillerez comme tout le monde », répondit Amélie calmement. « En travaillant, en assumant vos choix, en arrêtant de compter sur moi pour résoudre vos problèmes. » Quand Marie repartit bredouille, les 200 € toujours dans la main d'Amélie, celle-ci comprit qu'elle venait de franchir un cap définitif. Pour la première fois de sa vie, elle avait dit non à sa mère sans fléchir, sans négocier, sans s'excuser. Mais en regardant la silhouette voûtée de Marie qui s'éloignait dans la rue, elle savait que cette victoire personnelle aurait un prix, et que sa famille ne renoncerait pas si facilement à récupérer leur bouc émissaire. Ils débarquèrent un jeudi matin, alors qu'Amélie ouvrait tranquillement son atelier, pour accueillir une cliente qui venait chercher sa robe de soirée. Henri et Céline surgirent de nulle part, comme des prédateurs qui auraient surveillé leur proie avant de fondre sur elle. Et leur apparition soudaine dans cette rue paisible de Rouen fit l'effet d'une invasion barbare dans un monde civilisé. Henri avait maigri. Ses traits creusés trahissaient des mois d'alcool et d'amertume. Mais ses yeux conservaient cette dureté implacable qu'Amélie connaissait si bien, cette détermination froide qui ne reculait devant rien pour obtenir ce qu'il estimait lui appartenir de droit. Céline, elle, arborait cette beauté agressive des femmes aux abois, maquillage parfait et vêtements coûteux qui masquaient mal une nervosité proche de l'hystérie. « Alors comme ça, tu t'en sors bien ?» lança Henri en examinant la devanture de l'atelier avec un mélange de mépris et de convoitise mal dissimulée. Belle boutique, beau quartier, belle clientèle bourgeoise. On peut dire que tu as su retomber sur tes pattes. Amélie ne répondit pas immédiatement, observant cette confrontation qu'elle savait inévitable depuis la visite de Marie. Elle avait eu le temps de s'y préparer psychologiquement, de visualiser ce moment, d'anticiper leurs arguments et de fortifier ses défenses mentales contre leurs manipulations habituelles. « Qu'est-ce que vous voulez ?» demanda-t-elle d'une voix neutre en continuant de préparer sa vitrine. « Ce qui nous revient », répliqua Céline avec cette arrogance naturelle qui l'avait toujours caractérisée. « Cette réussite, elle nous appartient autant qu'à toi. On t'a élevé, nourri, logé pendant 28 ans. Tu nous dois quelque chose. Je vous dois quoi exactement ? L'humiliation constante ? Le mépris quotidien ? La robe déchirée ? » Henri s'approcha dangereusement, et Amélie reconnut dans son regard cette lueur particulière qui précédait ces explosions de violence, cette tension dans les épaules qui annonçait les coups. Mais elle ne recula pas, forte de cette assurance nouvelle que lui donnait sa liberté chèrement conquise. « Tu vas nous donner ce qu'on demande, » gronda-t-il, « ou je détruis tout ici comme j'ai détruit ta robe. » La menace était explicite,
porté par cette voix rauque d'alcoolique qui transformait chaque mot en crachat venimeux. À cet instant précis, Karim sortit de l'arrière-boutique où il réparait une étagère, alerté par les éclats de voix. Sa présence changea immédiatement la dynamique de la confrontation, et Henri dut lever la tête pour croiser son regard, découvrant avec déplaisir que l'homme qui lui faisait face le dépassait de 15 centimètres et possédait cette tranquille assurance des gens habitués aux travaux physiques. « Il y a un problème ?» demanda Karim calmement, mais sa main droite se referma instinctivement sur le marteau qu'il tenait encore. « Alors maintenant tu vis avec un… » Henri laissa sa phrase en suspens, mais le mépris raciste suintait de chaque syllabe, révélant cette dimension supplémentaire de sa personnalité toxique qu'Amélie découvrait avec dégoût. « Avec un homme qui me respecte, coupa-t-elle sèchement. Un homme qui ne détruit pas ce que j'aime. Un homme qui me protège au lieu de m'exploiter. » Céline sentit que la situation lui échappait et tenta une dernière manœuvre de diversion en sortant son téléphone et en composant un numéro qu'Amélie reconnut immédiatement. « Maman, c'est moi. Amélie refuse de nous aider. Elle nous laisse tomber complètement. » Sa voix prit cette intonation larmoyante qu'elle maîtrisait à la perfection. « Papa va très mal. On risque de perdre la maison. Et elle s'en fiche totalement. » Amélie tendit la main vers le téléphone, et Céline le lui donna, surprise par cette autorité nouvelle qu'elle ne lui connaissait pas. « Maman, » dit Amélie d'une voix ferme, « j'ai 200 € pour un psychologue si papa veut vraiment aller mieux. Pour le reste, débrouillez-vous comme des adultes responsables. » Elle raccrocha et rendit l'appareil à sa sœur médusée. Henri recula d'un pas, comprenant qu'il venait de perdre définitivement l'emprise qu'il exerçait sur sa fille depuis l'enfance. Cette femme qui lui tenait tête, qui résistait à ses menaces, qui ne pliait plus sous ses colères, il ne la reconnaissait pas et ne savait pas comment la manipuler. « Tu le regretteras », cracha-t-il en se dirigeant vers la sortie. « Tu regretteras de nous avoir abandonnés. »« La seule chose que je regrette, » répondit Amélie, « c'est d'avoir mis 28 ans à comprendre qui vous étiez vraiment. » Quand ils furent partis, elle se tourna vers Karim qui la regardait avec une admiration mélangée de fierté. Pour la première fois depuis des mois, elle se sentait vraiment libre, libérée du poids de cette culpabilité familiale qui l'avait rongée toute sa vie. Mais dans le silence qui suivit leur départ, résonnait encore l'écho de la menace paternelle, et Amélie savait que cette guerre ne faisait que commencer. 2 ans plus tard, Amélie berçait sa fille Luna dans l'atelier agrandi, transformé en véritable entreprise artisanale où 3 employés travaillaient sous sa direction bienveillante, créant ces robes sur mesure qui avaient fait la réputation de couture libre, bien au-delà des frontières normandes. Les commandes s'accumulaient sur 6 mois d'avance, portées par le bouche à oreille de femmes reconnaissantes qui avaient retrouvé confiance en elles grâce à ces créations qui révélaient leur beauté authentique plutôt que de la masquer sous des artifices convenus. La petite Luna gazouillait paisiblement, ses yeux sombres de son père fixant avec fascination les tissus colorés qui dansaient sous la brise automnale filtrant par les grandes fenêtres de l'atelier. Cet enfant né de l'amour et de la liberté grandissait dans un environnement où régnait le respect mutuel et la créativité épanouie, loin de ces mécanismes toxiques qui avaient empoisonné l'enfance de sa mère et qu'Amélie s'était juré de ne jamais reproduire. Karim avait monté sa propre menuiserie avec 2 associés de la coopérative, spécialisés dans la restauration de meubles anciens et la création de pièces uniques qui trouvaient leur clientèle parmi les mêmes femmes sensibles à l'artisanat authentique qui fréquentaient à l'atelier d'Amélie. Leur complémentarité professionnelle s'était muée en véritable synergie commerciale. 2 arts traditionnels qui se nourrissaient mutuellement et prospéraient ensemble dans cette Normandie où les savoir-faire ancestraux retrouvaient leurs lettres de noblesse. Marie leur rendait visite discrètement, 1 fois par mois, prenant le train depuis sa petite ville où elle vivait maintenant seule dans un appartement modeste mais propre. Elle avait quitté Henri 6 mois après leur dernière confrontation, trouvant enfin le courage de briser le silence qui l'étouffait depuis des décennies, et suivait une thérapie qui l'aidait lentement à comprendre sa complicité passive dans la destruction systématique de l'estime de soi de sa fille aînée. Ces visites se déroulaient dans une cordialité prudente, sans effusion particulière, mais sans hostilité non plus, comme si mère et fille apprenaient à se redécouvrir en dehors du prisme déformant des manipulations familiales.
Marie découvrait avec étonnement cette version épanouie d'Amélie qu'elle n'avait jamais eu l'occasion de connaître. Cette femme accomplie qui dirigeait son entreprise avec une autorité naturelle et élevait sa fille dans une atmosphère de tendresse respectueuse. Henri et Céline s'étaient entredéchirés dans une spirale autodestructrice qui les avait menés à la ruine morale et financière. Lui sombrait dans un alcoolisme qui aggravait chaque jour sa marginalisation sociale. Elle accumulait les dettes et les relations toxiques dans une fuite en avant désespérée qui la rapprochait inexorablement du gouffre qu'elle avait creusé elle-même par ses manipulations constantes et son refus d'assumer ses responsabilités d'adulte. Amélie ne ressentait plus ni haine ni culpabilité à leur égard. Juste cette immense fatigue rétrospective de quelqu'un qui réalise le temps et l'énergie perdue à essayer de satisfaire des personnes fondamentalement incapables d'amour authentique. Elle avait appris à transformer cette douleur ancienne en force créatrice. Chaque robe cousue devenant une forme de thérapie qui l'aidait à cicatriser définitivement les blessures de son enfance sacrifiée. L'atelier accueillait maintenant une nouvelle apprentie, Margot, 19 ans, qui fuyait elle aussi une famille toxique et trouvait dans ce refuge artisanal la protection et la formation que sa propre mère n'avait jamais su lui offrir. En transmettant son savoir-faire à cette jeune fille aux yeux brillants d'espoir et de gratitude, Amélie bouclait un cycle vertueux qui transformait sa propre souffrance en source de guérison pour d'autres femmes blessées par des familles dysfonctionnelles. « Chaque femme mérite une robe qui lui ressemble vraiment », disait-elle souvent à Margot en lui enseignant les subtilités du patronage et de la couture. Cette phrase simple résumait toute sa philosophie personnelle et professionnelle. Révéler la beauté authentique plutôt que d'imposer des standards artificiels, respecter l'individualité plutôt que d'exiger la conformité, construire la confiance plutôt que de la détruire systématiquement. Le soir, quand Karim rentrait de son atelier et qu'ils se retrouvaient tous les trois dans leur petit appartement au-dessus de la boutique, Amélie mesurait le chemin parcouru depuis cette matinée terrible où sa robe de mariée avait été déchirée dans un accès de violence paternelle. Cette destruction qui lui avait semblé la fin du monde avait en réalité marqué le début de sa vraie vie, celle où elle ne demandait plus la permission d'exister et de créer selon ses propres désirs. Dehors, l'orage grondait parfois encore, rappelant que le monde n'était pas toujours tendre avec ceux qui choisissent la voie de l'authenticité plutôt que celle de la soumission. Mais dans leur foyer construit sur l'amour choisi plutôt que sur les obligations imposées, il faisait toujours chaud. Fucking strong. Is that him? I thought it was yellow. It must be the unevolved version. Little floppy fish. Oh my gosh. Sorry. Whoa, there's a Oh, I just killed it. dude. There's a Aw, skunk. man. Guess what his name is? Thomas, it's dying. Can you pick up your Pokemon? What's dying? Your Pokemon. Is it? Yes. It's in a tree. Guess what the skunk's name is? Stinky. Stink. It's pretty close. Stunky. Stunky. Stop, the way he said it. Did you hear him say his name? No. Stunky. Okay, come this way. Let's go try to find a jungle. Must be a poison We type. literally used to live near a jungle. I know. Stunky. There's another stunker over here. Stunky. Oh, they're kind of cute. I like them. Whoa, what's over there? That looks kind of cool. But Is that Electrobuzz? Oh my god, it's an Electrobuzz! where? Oh wow. Electrobus. I'm getting him. I don't want to kill him though. He's vulnerable against rock, isn't he? Or ground attacks. I'm not sure exactly. Yeah, I'm gonna kill him. I'm scared. No, I'm not. No, I'm not. It's fine. But he's only level 34. My guy's level 50. I feel like I should not be using him.
You just killed my Drillbur. Damn. I wonder if I can... If I use my Golem, he's probably gonna die. Maybe my Dugtrio. I brought the worst fucking Pokemon, actually. I did. By accident. I might have to go back. I'm scared to hit him. He's not that strong. It was super Damn it! Dude, I knew it was gonna kill him! Fuck. I killed it, bro. It's so hard not to kill Pokemon. Yeah. Like, I never know what like, man, I'm just gonna kill myself really quick so I can go back and, oh wait, oh my god. I'm still at my old spawn point. Can you TP me? You do. No, I still did. Go to the jungle over there and just go grab the vines from there. Where is that? Which way was that though? It was like if you're facing the arena to the right. Like look at where the arena is and then go to the right. That's where it is. It's really dark. Yeah, yeah, go that way, but to the left, where you're going to the wrong way. I see it, I see it. To the left of the river. I see it. Wait, I died. Damn it! I always do that! Why do I do that, bro? Fuck. Oh my god. Bro. Whoa. It's a little embarrassing. It's fine. The heck? This guy's a sword. Honage. He's Oh, yeah, literally here just it a is. sword. He's a sword? Yeah, he's literally What a the hell sword. are these guys? Never seen them before. Look at them. Oh yeah. Grafefe. Look at him looking at him. I'm dead. He's kind of cute. Okay, I'm gonna die. I shouldn't have jumped off here. Okay. Now I can get them. Wait, that's a piece of bread. I'm just fucking breaking them down. I thought I was cutting them down. I with my shears. It was my fucking